Bonjour Inès Sediki. Bonjour. Merci de venir sur notre plateau. Cofondatrice de l'association Get Up, que je vais épeler G-H-E-2-T'-UP, à ne pas confondre avec Get Up, l'autre anglicisme. C'est une association basée en Seine-Saint-Denis, en région parisienne. Et avec vous, on va commenter cette semaine complètement folle que vient de vivre le pays avec ses émeutes. On est là dans ce qui ressemble à une sorte d'accalmie. Diriez-vous, Inès Sediki, pour commencer, que nous sommes dans une période de calme, mais jusqu'à la prochaine éruption? Absolument. Je pense que tout le monde s'accorde à dire que tant que les inégalités structurelles qu'on dénonce dans les quartiers populaires depuis des dizaines d'années ne seront pas prises en considération sérieusement, l'histoire va se répéter malheureusement et ne pas prendre la mesure du travail qu'il y a à faire en termes de mise à disposition de services publics, etc. C'est tous se mettre en danger. Je voudrais juste rappeler quelques chiffres des différentes couches d'inégalités que les habitants de quartiers populaires vivent aujourd'hui. Alors, il y a bien évidemment la pauvreté, le chômage, avec des taux de chômage 3 fois plus élevés, 42% de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté en Seine-Saint-Denis, par exemple. Mais aussi le fait qu'en fait, on dit tout le temps, on investit énormément des milliards dans les quartiers. Mais il faut savoir que cet argent, il va principalement dans la rénovation urbaine. Et que les humains, les habitants qui vivent dans ces quartiers, ne voient pas l'impact au quotidien de cet argent. À l'école, dans les transports, dans la santé, 92% de la Seine-Saint-Denis qui est considérée comme un désert médical. Et ça, je pense qu'il faut qu'on se penche dessus sérieusement pour éviter que ça se reproduise. Le sujet des inégalités structurelles en France est un très très vieux sujet, serpent de mer extrêmement vaste. Nous ne pouvons pas tout détailler ce matin, mais on va essayer d'y aller petit à petit. Allez, un tiers par exemple, Inès Sediki, des personnes interpellées étaient des mineurs, selon en tout cas les chiffres du ministère de l'Intérieur. La droite, l'extrême droite, réclame l'abaissement de la majorité pénale à 16 ans. Qu'est-ce que vous en pensez? Par exemple, la patronne de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, demande une peine de prison ferme de minimum 1 an pour les casseurs. Moi, je trouve qu'on se trompe vraiment complètement d'analyse. Là, on parle quand même, comme vous l'avez dit, de mineurs. On parle de jeunes de 12, 13 ans. 50% des comparutions immédiates ces derniers jours en Seine-Saint-Denis, les jeunes avaient moins de 16 ans. Quand je vous parle tout à l'heure d'inégalité de transport, d'accès à la santé, de précarité, de chômage, à cela, on ajoute des difficultés particulières dans les quartiers populaires, les violences policières, les discriminations, l'incapacité de grandir en se construisant une identité positive en France. Ça fait beaucoup pour un jeune de 12, 13, 14, 16 ans de la génération Covid, de se repérer, de trouver des repères et d'exprimer une colère différemment que de l'exprimer dans la rue comme celle-là. Je pense que la réponse, c'est une réponse d'adulte qu'il faut apporter. C'est pas raffermir et être plus dur avec des mineurs, c'est comprendre, nous, en tant qu'adultes, la responsabilité, en tant que pouvoir public, en tant que responsable politique, ce qu'on doit faire comme changement structurel dans ce pays pour leur offrir un avenir. Inès Sediki, puisqu'on parle des adultes, le gouvernement, par la voix du ministre de l'Intérieur, du ministre de la Justice ou même d'Emmanuel Macron, n'a eu de cesse d'interpeller les parents. Quand vous entendez, par exemple, Emmanuel Macron se prononcer en faveur de la suppression des allocations familiales pour les familles de casseurs, dès la première connerie, c'est le mot d'Emmanuel Macron, qu'est-ce que ça vous inspire? Ça m'inspire beaucoup de colère parce qu'on est en train d'inverser complètement la charge de la responsabilité. Je pense que ces jeunes, encore une fois, ce sont des mineurs, ce sont des enfants, ce sont des gens qu'il faut accompagner, ce sont des gens à qui il faut trouver des profs. Il n'y a pas assez de profs dans les quartiers populaires, il n'y a pas assez d'infrastructures, il n'y a pas assez d'offres culturelles. La réponse, elle est pas ni sur les enfants ni sur les parents, qui sont pas du tout des missionnaires. On voit se multiplier beaucoup d'initiatives de parents, de maraudes dans les quartiers populaires. Personne n'appelle à la violence, parce que bien évidemment, un parent ne va pas envoyer son enfant au casse-pipe. On a tous peur pour nos frères, nos sœurs, nos enfants, etc. La question, elle n'est pas du tout là. Mais le fait que beaucoup de ces enfants soient des primo-délinquants qui ne savaient même pas à quoi ils participaient, par exemple. Est-ce que ce n'est pas quelque chose d'assez inquiétant? Il y a des magistrats, par exemple, qui relèvent que parmi ces enfants, il y a une sorte de violence désinhibée vis-à-vis d'eux-mêmes, vis-à-vis également des forces de police, vis-à-vis même de leurs parents. On parle de violence sur ascendant. Alors, il faut comprendre qu'il y a un vrai mécanisme psychologique, une détresse psychologique chez ces jeunes. Ce qui est en train de se passer, ça se compare à de l'automutilation. On est en train de détruire son quartier. Ce n'est pas une excuse, on est d'accord. Pas une excuse, mais là, on est dans une analyse sociologique et psychologique de qui casse et pourquoi et comment. Il faut comprendre pourquoi.
comment un jeune en arrive à détruire un petit peu son environnement, sa vie, son avenir. Maintenant, la sociologie du profil en fait, des casseurs ou des émeutiers ou des jeunes qui s'engagent dans la violence aujourd'hui, on est encore en train de comprendre qui sont ces jeunes. Parce qu'effectivement, il y en a 60% qui ne sont pas connus des services police, il y en a qui sont en situation d'études, il y en a qui s'apprêtaient à prendre un emploi, il y a aussi des jeunes qui ne sont pas de quartier populaire, il y a aussi des jeunes qui ne sont pas considérés comme étant le profil type des casseurs. Il y a donc beaucoup de Kevin et de Mathéo, a dit Gérald Darmanin, beaucoup de Kevin et de Mathéo. Voilà, c'est quand même une question de génération. Là, on est encore en train de se dire quelle jeunesse, dans quel monde elle vit, où est la violence aussi, parce qu'ils vivent quand même dans un monde extrêmement violent, avec énormément de crises qui se répètent, qui s'accumulent. Il faut aussi prendre ça en considération dans la manière dont cette jeunesse s'exprime et se repère dans le monde. Et pour répondre à cette situation, votre association Inès Sediki, Get Up, G-H-E-D-T, apostrophe UP. Quel est le concept? Comment est-ce que vous intervenez concrètement sur le sujet qui nous préoccupe ce matin? Alors, je vous remercie encore pour l'invitation à parler de ces sujets et puis de l'association. Je veux d'abord dire qu'on est des centaines et des milliers d'associations en France à se démener avec très peu de moyens pour essayer d'apporter des solutions concrètes aux jeunes, apporter une vision de leur futur, des horizons positifs à ces jeunes, parce que c'est très compliqué de le faire, notamment avec très peu de moyens. Nous, on a commencé à travailler principalement en 2016 sur la question de se créer une identité positive, de déconstruire les barrières qui sont intériorisées par les jeunes, de par ce qu'ils entendent, de ce que la société leur envoie. Parce qu'on a considéré que nous, le constat qu'on faisait, c'est que c'est impossible de se projeter, d'avoir de l'ambition de soi, pour travailler, pour réussir à l'école, etc., si on n'a pas de l'estime de soi. Donc les barrières, c'est quoi? Donc les barrières... Vous êtes nuls, vous n'arriverez à rien. Voilà, c'est les casseurs. Les quartiers populaires sont des nuisibles, les quartiers populaires sont des casseurs, il n'y a que du chômage, les parents sont des missionnaires, tout ce qu'on entend aujourd'hui encore et qui fait que c'est impossible pour un jeune aujourd'hui de se projeter, de se sentir français complètement. 2015, donc 2023, vous avez mis en place, si j'ai bien compris, un programme d'accompagnement. Quel est le bilan? Quel est aujourd'hui ce dont votre association est le plus fière et qui peut être inspirant? On est fiers du travail qu'on fait avec les jeunes, on est fiers de les voir se réengager. Chaque année, c'est 1000 jeunes qu'on sensibilise dans des ateliers, dans les écoles, dans les maisons de quartier, et chez nous, dans nos programmes, dans nos locaux à Saint-Denis. De la parole de ces jeunes et du travail qu'on arrive à faire, de la confiance qu'on arrive à instiller, on dégage un engagement qui nous permet ensuite de travailler, nous, sur des médias, de créer du contenu. On a créé une web-série qui s'appelle Nos darons, nos daronnes, qui vise à parler d'immigration autrement, permettre aux jeunes de se construire une identité positive en se sentant héritiers de l'histoire de France. On a aussi un peu de plaidoyer. On utilise la parole des jeunes pour essayer de créer des données, pour défendre que les jeunes de quartier populaire ne sont pas le problème, mais la solution, et qu'il faut investir réellement en eux, rétablir une égalité dans ce pays, dans le service public, dans le traitement médiatique et auprès des politiques. Ces jeunes sont des Français à part entière et ils méritent qu'on investisse en eux. Les darons, les daronnes, pour ceux qui ne sont pas très familiers de ce langage, ce sont les pères et les mères. Exactement. Vous dites qu'il faut préparer la société à donner une vraie place à ces jeunes, ça on l'entend. L'éternelle question, c'est comment, d'une part. Et puis d'autre part, l'international, Inès Sediki, semble occuper une place dans votre action. Vous-même êtes parti aux États-Unis. Que vous a appris cette expérience américaine sur le concept d'intégration, par exemple, des plus jeunes, des jeunes? Ce que j'ai surtout compris, c'est qu'on était extrêmement en retard sur la question principalement des discriminations raciales en France. On a beaucoup de mal à parler de racisme. On a beaucoup de mal à regarder les chiffres des discriminations raciales à l'embauche, à l'emploi, à l'accès au logement, sur les violences policières aussi. Officiellement en France, les statistiques ethniques n'existent pas. Les statistiques ethniques n'existent pas, mais on est capable de mesurer aujourd'hui la diversité sociale dans une entreprise, par exemple, qui correspond aujourd'hui quand même, d'un point de vue sociologique, beaucoup à des jeunes issus de l'immigration. Donc on est capable de faire le travail. Mais il y a une véritable incapacité ou une difficulté à prendre la mesure de ce sujet. Après le meurtre de George Floyd aux États-Unis, il y a un grand débat qui a été ouvert. J'espère qu'en France, on va réussir à regarder cette problématique en face aussi et porter des solutions concrètes dessus. On arrive à la fin de cette interview, Inès Sediki. Si vous aviez un message adressé à un ou une jeune en France qui se sent concerné par ce qu'il se passe, par ce qu'il s'est passé, qu'est-ce que vous lui diriez? Je dirais à tous les jeunes que c'est le futur, que c'est sur leurs épaules que repose la société qu'on veut créer pour eux demain, et qu'il faut trouver le temps de se rassembler,
d'essayer de comprendre que ces solutions, c'est pas les quartiers populaires contre la France, c'est pas les quartiers populaires contre la police, c'est comment on fait société aujourd'hui, comment on renoue avec la promesse républicaine, comment on arrive vraiment à avancer ensemble, parce qu'on n'y arrivera pas tant qu'on ne sait pas faire front commun face aux vrais problèmes, les inégalités, le racisme et la discrimination. Faire front commun, s'engager, sans violence, avec violence? Bien sûr, on espère toujours que ce ne soit pas violent. La société est violente, mais il faut qu'on arrive à trouver des solutions structurelles ensemble pour éviter que ce genre de drame se reproduise. Et ça passe aussi par réformer la police, mais on n'a pas le temps d'en parler aujourd'hui. Merci beaucoup, Inès Sediki, à vous d'être venue sur notre plateau, cofondatrice de l'association Get Up, qui intervient en Seine-Saint-Denis notamment. Merci, c'était l'invité de Paris Direct.